Libre-échange. Ravi de nous retrouver, nous sommes en direct sur Aswad dans le cadre de Libre-Échange et notre invité nous fait le plaisir d'arriver dans nos studios. Milou Mekhalek, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Il n'y a pas de rentrée sans rentrée sociale et ça va être le sujet de nos discussions. Pour m'accompagner, représenter la Vie Éco, c'est son patron qui a vu que le patron des syndicalistes était là et qu'il fallait qu'on ait un dialogue à trois le plus constructif possible. Et pour commencer, un son réalisé par Selma Kabbaj qui pose la problématique de cette rentrée. Miloudi Moukhariq, vous êtes le secrétaire général de l'Union marocaine du travail. Notre sujet aujourd'hui est la rentrée sociale, une rentrée qui s'annonce musclée étant donné que les partenaires sociaux ne parviennent pas à accorder leur violon sur la démarche à adopter. En effet, alors que le gouvernement propose un dialogue social progressif à travers des négociations sectorielles, du côté des syndicats, vous estimez qu'il faut commencer par un dialogue national. Vous nous direz donc ce que vous reprochez à l'approche de l'exécutif. Nous reviendrons également avec vous sur le cahier revendicatif des syndicats, ainsi que les solutions que vous proposez pour la relance d'un dialogue social très attendu en cette rentrée sociale. Pour commencer, Miloudi Moukhariq, comment sont vos relations avec le chef du gouvernement à Toumani? Bonjour, tout d'abord mes salutations au nom de l'Union marocaine du travail, aux auditrices et aux auditeurs de Radio Aswad. C'est une rentrée sociale chaude, exceptionnelle, dans la mesure où il n'y a pas eu même un signal ou des signaux pour un dialogue véritable. C'est une rentrée sociale, comme j'ai dit, vraiment exceptionnelle. Mais à plusieurs reprises, je pense, le gouvernement a fait état, bon, soit par le biais de son chef, Seyat Mani ou la Siyatim, mais Nao, le dialogue est là, ils le considèrent, ils vont l'ouvrir, ça m'a... Écrit d'ailleurs dans la Vie Éco la semaine dernière, peut-être sur lequel vous avez envie de réagir. Oui, exact. Bah, écoutez, il y a une différence entre les déclarations d'intention et la pratique. Pour rappeler un peu, il n'y a eu qu'une seule rencontre protocolaire avec le chef du gouvernement lors de son investiture. Et c'était une rencontre un peu, comme j'ai dit, protocolaire, mais très tardive, après avoir élaboré sa déclaration gouvernementale, après avoir fait passer cette déclaration selon sa majorité. Vous estimez qu'il aurait dû vous rencontrer avant de faire son projet gouvernemental? Comme il a fait avec le patronat, avec la CGM. Il a reçu le bureau de la CGM, il a pris en considération leur doléance et notamment une question très grave, la révision du Code du travail. Or, comme vous le savez, le Code du travail est un document qui a fait le consensus de tous les partenaires sociaux et qui est le fruit d'une négociation avec le gouvernement. Venir comme ça et d'une façon unilatérale et pour faire plaisir à un certain patronat, déclarer réviser le Code du travail, ça c'est très grave. À quel patronat il veut faire plaisir? Vous dites un certain patronat? Un certain patronat qui veut augmenter la surexploitation des salariés, qui veut réviser le Code du travail dans le sens de la flexibilité, licencier comme ils veulent, recruter comme ils veulent. Mais il y a le Parlement. Effectivement, il y a un Parlement qui va décider quand même. Et c'est le Parlement qui décidera en dernier ressort. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet concret, je veux dire, et en plus, il y a le Parlement. Il doit y avoir un débat, et on ne voit pas un gouvernement intervenir pour changer le Code du travail sans dialoguer avec vous, ce n'est pas possible. Mais il l'a fait dans sa déclaration gouvernementale. Les règles d'un bon dialogue social pour un bon commencement de ce gouvernement nouveau-ancien. Il aurait pu nous rencontrer d'abord. Et bien sûr, s'il faut réviser certaines dispositions de ce code. Vous aussi, vous le demandez. Écoutez, on est là, je suis venu pour vous dire tout. Oui. Et pour éclairer l'opinion publique nationale. Allez-y. Si vous commencez à m'interrompre sans que je termine mes idées, donc on ne va pas dialoguer. Vous allez miner un peu Donc, on n'est pas, nous, hostiles à toute révision d'un certain nombre de dispositions qui peuvent paraître obsolètes.
Mais pour démarrer avec un nouveau gouvernement, un bon dialogue social, il aurait pu au moins faire une consultation préalable. Mais être au service d'un certain patronat, et comme vous dites, c'est quel patronat, c'est ceux qui veulent introduire dans notre pays un certain nombre de dispositions pour frapper, pour saper la cohésion sociale dans ce pays et la stabilité sociale. Alors on va en parler, la stabilité sociale. Est-ce que vous parlez d'une rentrée chaude? Qu'est-ce que vous prévoyez? Tout d'abord, nous sommes une organisation syndicale responsable. L'UMT est bien connue pour les intérêts suprêmes du pays. Nous nous sommes réunis dans l'instance nationale la plus haute à l'UMT le mardi dernier. Nous avons débattu de la situation sociale, matérielle, politique. Et bien sûr, nous avons pris acte. D'abord, de ce qu'a fait le gouvernement vis-à-vis du mouvement syndical et de la classe ouvrière, et notamment ces 120 mesurettes que le gouvernement a crié et a brandi haut et fort comme étant une réussite. Et l'on dirait que c'est plutôt pour le nota ou pour le rime. 120 mesures, 120 jours, 120 mesures. Oui. Ce qui est totalement, uniquement pour, comme j'ai dit... Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé alors? On a pris acte tout d'abord que pendant ces 100 jours, aucune mesure n'a été prise en faveur de la classe ouvrière, toute catégorie confondue, du simple manœuvre jusqu'au cadre supérieur. Et que ces 100 jours ou 120 jours, nous les condamnons comme étant plutôt un échec vis-à-vis de la classe ouvrière et du mouvement syndical. Alors, comme mesure, comme nous sommes l'UMT, nous allons commencer par adresser un mémorandum au chef du gouvernement où on lui rappelle d'abord les vertus d'un bon dialogue social, les règles, les principes d'un dialogue social, et s'il veut prendre en considération nos propositions, il trouvera au l'UMT l'organisation responsable. S'il veut réitérer l'expérience Ben Kiran, il trouvera l'UMT en position d'adversité par la lutte et par tous les moyens légaux. Et je ne pense pas que notre pays, vu le contexte et la situation sociale... Il n'a pas besoin de tensions supplémentaires en ce moment. Moi, je m'attendais à ce que le fait qu'il y ait aujourd'hui, que vous ayez comme interlocuteur le ministère de l'Emploi un syndicaliste, qui est issu du syndicat, moi je m'attendais à ce que, d'abord, pour moi c'est un signal. Donc il vous met un syndicat qui comprend, vous parlez le même langage, et puis on s'attendait à ce que ça soit plus fluide, plus facile. Ce n'est apparemment pas le cas. Je vais poser la question autrement, pardonnez-moi d'interrompre, avant que vous ne répondiez, Moulidi Mokharer. Je rappelle que nous sommes en direct, nous sommes sur Aswad, que vous êtes secrétaire général de l'UMT. Le ministre de l'Emploi est un ancien secrétaire général du syndicat qui relève du PJD. Contrairement à Saad Mansour, moi je me disais que j'étais inquiet plutôt d'avoir un ministre comme ça pour d'autres syndicalistes. Alors je sais pas, vous êtes plutôt de l'avis de Saad Mansour qui dit que c'est bien, que ça facilite le dialogue, ou de mon avis qui dit attention, il y a peut-être danger? Il y a peut-être danger. Danger dans la mesure où il a été nommé ministre alors qu'il était encore président du conseil de, je n'appellerai pas syndicat, de l'officine syndicale de son parti. La concurrence est rude. Et même dure. Ouais. Il le sera davantage. Et je ne pense pas qu'un ministre qui, il y a quelques semaines, manifestait au 1er mai, levait des banderoles pour l'augmentation de salaire, pour la protection des libertés syndicales, en voyant maintenant ces déclarations complètement hostiles. Il est toujours d'accord pour l'augmentation des salaires? Non, il a déclaré qu'il ne faut pas s'attendre à des augmentations de salaire. Donc, c'est même une contradiction dans la fonction. Et puis, bon, qu'on le veuille ou pas, il prétend qu'il a démissionné de son, entre guillemets, syndicat, mais son résus,
reste ce qu'il est. On va évoquer encore un sujet, il nous reste quelques minutes dans le cadre de libre-échange cette semaine. Vous le disiez, vous, dans vos propos tout à l'heure, vous dites nous sommes un syndicat qui a le sens de la responsabilité pour les intérêts suprêmes de la nation. Alors dans notre pays, l'année dernière a été une très mauvaise année en termes d'emploi. Nous avons détruit 37 000 emplois. Les différents rapports du Conseil économique, de Banque Maghreb, etc. ont repris ces chiffres qui sont donnés évidemment par le HCP et qui sont des choses concrètes. Comment vous voyez cette situation? Aujourd'hui, il n'y a plus assez d'investissements de PME, PMI. Et est-ce que le syndicat fort que vous représentez peut donner un signal pour qu'on puisse avoir une détente et que les investissements repartent et qu'on ne crée pas de l'emploi de gens qui sont, comme dit le HCP, service à la personne. Oui, qui ne sont pas salariés, mais qu'on donne envie encore aux gens de créer des emplois salariés. Et je voudrais juste compléter par une petite question. Est-ce que vous, en tant que syndicat, vous n'avez pas de responsabilité dans cette destruction d'emplois? Alors peut-être pas le seul, mais les syndicats, la question... Je parle de syndicats dans le sens large. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, nous recevons chaque semaine de grands investisseurs qui viennent de l'étranger, viennent nous voir. Vu le contexte économique et politique et même social que connaît le pays, nous les rassurons. Nous leur disons que c'est un pays plein de potentialités, et notamment la ressource humaine. Nous avons des cadres et des travailleurs de haut niveau. Et justement, nous contribuons à drainer les investissements vers notre pays. Moi, personnellement, je reçois pratiquement chaque semaine également les patrons des multinationales pour les inciter à investir davantage. Mais les résultats de l'emploi sont là, M. Mokharef. Oui, moins de 37 000 emplois pour 2016. Alors on a beau mettre une partie sur l'agriculture, il y a quand même, on ne crée pas d'emplois. Et 33 000 en 5 ans. Hein, une moyenne de 33 000 par an sur 5 ans. Et en emploi salarié, l'année 2016, c'est 20 400 emplois salariés sur toute une année pour 34 millions de Marocains. C'est insuffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et le secrétaire général de l'UMT, votre avis nous intéresse. Exactement. En tout cas, nous ne faisons ce que nous devons faire pour notre pays, pour stimuler l'emploi, stimuler l'investissement. Mais c'est la destruction de l'emploi qui est la faute. On n'est pas dans la gouvernance. C'est au gouvernement d'assumer ses responsabilités, qui voit les entreprises fermées, qui voit les entreprises en difficulté et qui ne fait aucun accompagnement. Et il est là dans l'expectative en train d'observer la destruction d'emplois et allant vers d'autres pays. Donc c'est le gouvernement qui assume l'entière responsabilité de cette situation. Je voudrais simplement rappeler qu'à côté des statistiques officielles de la destruction de l'emploi, il y a une catégorie sociale que peu de statistiques évoquent. Ce sont les salariés licenciés en raison de leur appartenance et de leur activité syndicale. Et je voudrais là exprimer mon entière solidarité vis-à-vis de ces camarades licenciés pour avoir exercé un droit constitutionnel. Vous avez des chiffres sur, par exemple, sur combien ont été licenciés? Nous allons, dans les jours à venir, éditer ce qu'on appelle chez nous le calendrier de la répression au titre de 2017, le nombre de salariés ayant perdu... Vous viendrez partager avec nous sur Aswat, M. Mokharef? Exactement. L'UMT est une organisation transparente. Nous allons partager avec tous les médias ce calendrier de la répression depuis le gouvernement Ben Kiran. Ok, ça sur tout dernier sujet, nous sommes à la fin de l'émission, avant d'aller vers le flop et le top de la semaine. Il y a aujourd'hui j'allais dire des attentes, mais des priorités aussi. Un des sujets, c'est le droit de la grève. Hein. Il est aujourd'hui au Parlement. Il semble que le Parlement, le gouvernement dise que ce n'est plus son affaire, c'est les élus qui doivent s'en occuper. Qu'est-ce que vous en dites à Simon Khaled pour ce texte très important et très attendu? Très important, oui. L'UMT n'est pas un de ces amateurs pour la grève. Mais à l'UMT, je le dis devant votre station, on n'est pas contre la loi organique sur le droit de grève. D'ailleurs, il a été consacré par toutes les constitutions du Maroc depuis la première constitution de 1962. Mais de quelle loi organique il va s'agir? Est-ce qu'une loi organique qui va goulotter
restreindre ce droit humain qui est le droit d'exercer. Et on ne fait pas marche arrière. Le Maroc est un pays qui développe sa capacité de démocratie. Oui, et le droit de grève, c'est On fait partie. le droit de protester contre les violations de la loi, et notamment des lois sociales, fait partie de ce développement et de cette démocratie que connaît le Maroc. Mais de quelle loi? Est-ce qu'il faut gouloter, restreindre, voire éliminer ce droit humain ou garantir le libre exercice, mais bien sûr selon des règles consensuelles? Or, le problème, il est de fond, d'abord philosophique, de quelle orientation, mais au niveau de la forme. Le gouvernement Ben Kiran a fait ce qu'aucun gouvernement, peut-être dans le monde, n'a fait. Il a préparé une loi organique dans la clandestinité totale. Il a fait passer un conseil de gouvernement, un conseil de ministres et envoyé au Parlement. C'est vraiment un comportement bas de gamme. Aujourd'hui, vous avez un nouveau gouvernement, la loi n'est pas passée et le débat va démarrer. Je dis tout d'abord la façon. Oui. D'ailleurs, dans notre communiqué, nous avons traité cette façon de denia. Je ne sais pas en français comment on l'appelle. Triville. Ok. Or, c'est un texte de haut niveau qui intéresse d'abord le mouvement syndical. Et le gouvernement, il a fait ça en contradiction des orientations royales. Lors de l'ouverture de la session parlementaire, Sa Majesté a dit que la loi organique sur le droit de grève doit faire l'objet de larges concertations entre la classe ouvrière, le patronat et ceux dans l'intérêt des travailleurs, de l'entreprise et du pays. Ce gouvernement n'a ouvert aucune consultation. Moi, secrétaire général de la plus grande organisation du Maroc, du Maghreb, du monde arabe, je n'avais été ni consulté, ni associé, et à l'heure où je vous parle, je n'ai même pas une copie de ce projet de loi organique. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous pouvez militer pour que ce texte, ce projet soit retiré du Parlement? C'est une des revendications de l'UMT. Retiré, non. Nous allons proposer le même traitement qu'on avait fait pour le Code du travail en 2002, lorsque un certain ministre d'un certain gouvernement voulait faire passer de force le Code du travail. Nous avons milité par tous les moyens, gelé les discussions au niveau de la Chambre, du Parlement, ouvrir des négociations responsables. Nous, on est pour une loi organique sur le droit de grève équilibrée. Or, tel qu'il est conçu maintenant, d'après les informations qui nous ont été filtrées, il s'agit plutôt d'un code pénal pour les salariés exerçant leur droit de grève. Miloudi Mouharrek, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Votre mémorandum, quand est-ce qu'il est prévu qu'il parte au chef du gouvernement? Écoutez, puisque vous êtes annoncé sur Aswat. Aswat est une station radio respectable qui est au service du citoyen. Je vais quand même vous livrer la dernière information qui m'est parvenue, nous venons d'être contactés par le chef de cabinet de M. Azdine Sadeddin Tmani. Oui. Nous proposons une rencontre des secrétaires généraux avec le chef du gouvernement demain à 16h. Nous allons exactement lui signifier ce que je viens de vous déclarer. Merci et pour beaucoup. Terminer, oui. La réunion de demain et les rondes qui vont suivre. Oui. Nous n'allons pas recommencer dès le départ à exposer nos revendications. On ne reprend pas les ministres et on recommence de zéro. Nous allons plutôt aller écouter les réponses concrètes à nos cahiers de revendications sur les augmentations de salaire, sur la révalorisation du SMIC, sur la baisse de l'impôt sur le salaire, sur l'exécution des recommandations de la commission d'enquête parlementaire sur les retraites qui avait demandé à ce que les soi-disant réformes paramétriques soient gelées. Merci beaucoup, Miloudi Mouharrek. Et évidemment, comme nous sommes en direct, le chef de gouvernement sait à quoi s'attendre demain à 16h à Rabat. On va conclure avec le flop et le top de cette semaine. Et notre flop, c'est le Cita Blanca qui, évidemment, pour laquelle le conseil de la ville de Casablanca a mis fin à son contrat. Il lui demandait
de quitter la ville, et donc il faut s'attendre à une nouvelle entreprise qui arrive. Alors ce que dit Abdelaziz Omari, le maire de la ville, il dit que c'est une décision historique et audacieuse qui répond aux attentes des citoyens dépités par l'état de la propriété dans leur ville, qui ne peut contenter personne. C'est une citation, fin de citation. Oui, est-ce que la dimension, évidemment, audacieuse ne consisterait pas à répondre aux attentes des citoyens? Et c'est quelque chose qu'on va attendre pour les prochaines semaines. Vous avez envie de réagir, M. Demokhalek, très brièvement? Exactement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la propreté de Casablanca, les services rendus aux citoyens. Oui. Nous avons été consultés en informel pour cette histoire. Oui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la stabilité d'emploi des 3000 salariés qui travaillent, la continuité du service et de leur ancienneté. Et dans ce cas, nous avons reçu des gages de la part des autorités publiques, mais alors à haut niveau. Sur la partie ressources humaines, et on va conclure par un top, parce qu'il vaut mieux toujours finir par quelque chose de positif, c'est les services publics qui, au service des usagers, conformément à la demande du souverain, on va avoir un service dédié aux réclamations qui s'appelle très simplement shikaya.ma. Et le principe de ce service, c'est qu'il va permettre à toute citoyenne et à tout citoyen de pouvoir, par écrit, en son ou en vidéo, exprimer une réclamation, et les gens concernés dans l'administration auront 60 jours pour répondre. Shikaya.ma devrait démarrer tout début janvier 2018. C'est un bon signal. Pour écouter, absolument. Mais en même temps, on doit apprendre à ne pas dénoncer n'importe comment, mais à aller exprimer des vraies plaintes. Voilà, rendez-vous, même heure, même endroit, c'est sur Aswat, la semaine prochaine, avec plaisir.